Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Strasbourg pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. Émission spéciale Brexit aujourd'hui. Le divorce à l'amiable se profile. Cette image, Theresa May, le Premier ministre britannique, aux côtés de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. La Commission européenne et le Royaume-Uni qui ont fini par tomber d'accord sur les modalités de leur divorce. Après des mois de discussions tendues, cela ouvre la voie à des discussions commerciales pour l'avenir post-Brexit. Puis nous irons à Londres, alors que le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes fait polémique en France. À Londres, c'est l'extension de l'aéroport londonien d'Heathrow qui fait polémique. Les militants écologistes continuent à lutter contre la construction d'une troisième piste au sein de l'aéroport londonien, déjà le plus actif en Europe. M'ont rejoint sur ce plateau trois invités. Jude Kirton-Darling, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne britannique du groupe socialiste et démocrate. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pascal Durand, bonjour. Vous êtes député européen, écologiste, français, proche de Nicolas Hulot. Merci d'être venu. Enfin, Philippe Juvin, bonjour. Vous êtes député européen, français, du groupe du Parti populaire européen, le Monsieur Europe chez les Républicains. Avant de débattre, voyons cet accord sur le Brexit, un divorce annoncé. Il a été acté. Le Royaume-Uni et l'Union européenne sont parvenus à trouver à Bruxelles un compromis sur la première phase du Brexit. On regarde et on réagit juste après. Le pas est décisif, les mines satisfaites, 6 mois de négociations tendues et un accord arraché en plein milieu de la nuit. Vendredi 8 décembre, Theresa May arrive au petit matin. Conférence de presse avec Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Sur la base du mandat qui m'a été donné par le Conseil européen, la Commission a décidé que des progrès suffisants ont été effectués sur les termes stricts du divorce. Je me réjouis de la perspective de passer à l'étape suivante pour parler du commerce et de la sécurité et discuter des relations futures positives et ambitieuses qui seront dans l'intérêt de tous. L'accord règle les 3 principales clauses de divorce. D'abord, le montant de la facture. Les Britanniques ont dû accepter de payer 50 milliards d'euros à leurs partenaires européens pour reprendre leur liberté. Ensuite, le statut des expatriés. Les 3 millions d'Européens vivant aujourd'hui au Royaume-Uni conserveront leurs droits actuels de sécurité sociale ou de retraite acquis outre-Manche et réciproquement. Premier principe, une application réciproque pour les citoyens de l'Union au Royaume-Uni. Ils sont près de 3,5 millions. Et pour les Britanniques qui vivent dans l'un des 27 pays de l'Union, ils sont près de 1,5 million. Enfin, le point qui bloquait depuis longtemps, l'avenir de la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Pas de détails pour l'instant, tout reste à négocier, mais Theresa May le promet, il n'y aura pas de frontière dure entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. À moins qu'une autre solution ne soit trouvée, le Royaume-Uni a formellement accepté que l'Irlande du Nord maintienne l'alignement complet avec les règles du marché intérieur de l'Union européenne et de l'Union douanière qui soutiennent la coopération Nord-Sud, l'économie insulaire dans son ensemble. Un accord essentiel, mais le plus dur reste à venir. Négocier la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union des 27 après le divorce, en matière de commerce, d'environnement ou de sécurité. Ce sont des milliers de textes à détricoter et à réécrire avec une date butoir, octobre 2018. Voilà, alors question toute simple, qui ressort gagnant de cette première phase de négociation? Jude Kirton-Darling. Je crois que le plus grand gagnant, c'est évidemment l'Union européenne. Il y a très peu de compromis de le côté européen dans cet accord final. Le gouvernement britannique a dû accepter beaucoup de demandes européennes. Il a capitulé alors? La Grande-Bretagne a capitulé? C'est une capitulation, comme disent certains? Mais je ne crois pas, mais c'est une question de poids dans la négociation. On a un pays contre 27 pays. Et du coup, on a un point qui est pas assez fort. Et
la réalité, c'est si on a un Brexit très dur, ça va être beaucoup plus dur pour nous que pour le reste de l'Europe. Donc, on sait qu'on doit avoir un accord et donc, dans les négociations, le poids dans les négociations sont tout à fait dans la faveur de l'Union européenne. C'est impressionnant de mon point de vue qu'on parle de le Royaume-Uni, on est complètement désunis au côté britannique, qu'on voit au niveau politique, et du côté Union européenne, c'est vraiment unifié. Et ça, c'est impressionnant comment l'Union européenne a resté très, très unifiée dans cette négociation, qui est assez rare dans l'histoire récente de l'Union européenne. Pascal Durand, on va vers un Brexit light, c'est ça alors? Je vais rebondir là-dessus, c'est la bonne nouvelle du Brexit, parce que vous le savez, nous on s'est toujours battu pour que le Brexit n'existe pas et que l'Union européenne continue dans une démarche d'union justement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, le départ des Britanniques, et le départ brutal et un peu inattendu, fait que l'Union européenne s'est ressoudée autour de ses valeurs, autour de ses principes, et que Michel Barnier a la capacité de négocier. C'est un très bon négociateur, qui fait vraiment un beau travail, il faut lui rendre hommage, et en même temps il le fait parce qu'il y a derrière une unité. Après, j'aime pas le terme de capitulation parce que ça renvoie à des logiques de guerre. Nous ne sommes évidemment pas en guerre avec le Royaume-Uni, avec les citoyennes et citoyens britanniques. Il faut qu'on trouve une solution. On est dans une procédure de divorce, si on doit faire un rapprochement avec la vie courante, c'est plus un divorce, donc il faut arriver à trouver des points d'équilibre. Bien sûr, comme dans toutes les discussions, il y a des rapports de force qui sont mis en œuvre. Et c'est vrai qu'à ce stade, ce que l'on voit d'abord, c'est qu'on a menti. Et quand je dis le on, M. Farage et ses amis de UKIP et de tous ceux qui ont vanté la capacité de sortir seraient bien inspirés de venir un peu justifier. Parce que là, on ne l'entend plus. Il continue à venir, il touche sa rémunération de député européen sans problème, mais pour le reste, c'est zéro. Ils ont menti aux Britanniques, ils ont fait croire qu'il y avait un plan de sortie. On s'aperçoit que tout ça a été du vent et qu'ils ont construit leur discours sur du sable. Un peu comme nous, en France, les eurosceptiques et ceux qui nous font croire à des chimères. Voilà, donc moi c'est ça que je retiens. Mais il faut qu'on trouve des solutions, bien entendu, parce qu'il y a des millions de gens, d'emplois et de citoyens qui attendent quelque chose. Philippe Jubin, c'est une défaite pour les partisans d'un Brexit dur. On s'achemine vers un Brexit plus light, en fait. Non, mais je crois que d'abord, il n'y avait pas possibilité de Brexit dur. Monsieur Johnson et tous les hard Brexiteurs qui expliquaient que du jour au lendemain, ils allaient sortir, comme l'a dit Pascal Durand, racontaient des mensonges. Le hard Brexit, ça signifierait quoi? Ça signifie que du jour au lendemain, la Grande-Bretagne se retrouve totalement isolée. Les avions, le jour où vous quittez l'Union européenne sans accord avec l'Union européenne, les avions ne peuvent plus décoller de Londres. C'est ça la réalité. Les règles sanitaires ne s'appliquent plus. La Grande-Bretagne ne peut plus commercer avec le monde. Et donc le Brexit dur qu'on a fait miroiter comme étant un mirage de quelque chose d'extraordinaire aux Britanniques, c'est la plus grande catastrophe qui pourrait arriver à la Grande-Bretagne. Donc nous, aux Républicains, nous ne voulions pas du Brexit. Maintenant, les Britanniques en ont voulu, souverainement. À nous de défendre nos intérêts d'Européens. Il ne s'agit pas de victoire, de capitulation, etc. Simplement, les Européens, grâce à Michel Barnier, qui a été vraiment excellent dans cette affaire, ont défendu leurs intérêts. J'ai un peu de mal à comprendre ce que l'accord entend dans son paragraphe 49. Est-ce que cela veut dire qu'en l'absence de solution, le Royaume-Uni restera dans le marché intérieur? C'est possible? Mais le paragraphe 49 ressemble, qu'est-ce qu'on dit en anglais, un fudge. Ça veut dire tout pour tout le monde dans le débat. C'était une manière que Theresa May peut avoir l'accord des Irlandais du Nord pour avoir un accord final. Et donc maintenant, on est aussi dans cette... pour rebondir de vos commentaires, on n'a pas arrêté à entendre le mensonge de le côté de Hard Brexiter. Donc pour eux, le paragraphe 49, ça veut dire qu'il y aurait quelque chose de spécial, une nouvelle relation. Mais pour nous, en lisant ce texte, full alignment, ça veut dire qu'on serait dans le marché unique. Et il n'y a
autre possibilité pour éviter une frontière dure en Irlande. Le Royaume-Uni, l'Irlande du Nord, si l'Irlande du Nord ne va pas avoir un statut spécial de le reste de le Royaume-Uni, ça veut dire que le Royaume-Uni reste dans l'union de douane et l'union douanière et le marché intérieur. C'est possible? En fait, une des questions clés actuellement, il faut bien comprendre pour ceux qui nous écoutent que ce qui vient d'être négocié, ce sont les termes du traité de divorce. Et ce n'est pas fini. Parce que maintenant, il va falloir négocier les futures relations. Donc, on n'en est pas du tout à cette étape. Michel Barnier a négocié un point très dur, c'est comment on divorce, comment on se quitte. Ensuite, on va négocier comment on se retrouve. Comment on se quitte, un des points importants, vous l'avez rappelé dans votre reportage, c'est l'Irlande. Le problème de l'Irlande, pardon, c'est une île. Imaginez, prenons un exemple des politiques vétérinaires. Imaginez des règles de vaccination différentes sur une île pour du bétail qui ne serait pas la même au nord et au sud de cette île. C'est strictement impossible. C'est même dangereux pour la santé publique. Donc, il va falloir inventer quelque chose d'intelligent, de règles communes à la partie de l'Irlande qui va rester dans le Royaume-Uni et à la partie de l'Irlande qui sera membre de l'Union européenne. C'est ça que ça signifie, mais ça ne va pas être facile. Non. En fait, c'est une quadrature du cercle. Enfin, ça heurte le cartésianisme traditionnel des continentaux que nous sommes. C'est que, en fait, il y a un accord entre l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni qui vient dire les règles qui s'appliquent au Royaume-Uni doivent s'appliquer en Irlande du Nord. Et ça, les unionistes, ils sont très attachés, ils font un chantage à Theresa May, puisqu'ils tiennent sa majorité en réalité. Alors ça, c'est les règles. Irlande du Nord, Royaume-Uni. Après, vous avez l'Irlande du Sud, l'air qui, elle, est dans l'Union européenne. La République d'Irlande. La République d'Irlande qui, elle, dit, moi, je veux garder tous les liens que j'ai avec l'Union européenne. Donc jusque-là, on pourrait mettre la frontière. Alors ça serait difficile physiquement, mais on pourrait. Sauf qu'il y a un accord sur lequel personne ne veut revenir, qui est un accord entre les deux Irlandes, et qui est un accord qui a mis fin à des années et des années de guerre, de sang, de violence. Et donc personne, évidemment, ne veut réouvrir ce débat-là, qui fait que, en fait, au sein des deux Irlandes, il ne peut pas y avoir de frontière. Donc c'est pour ça que je dis, on est quand même dans un monde qui est un peu bizarre. Je sais que parfois les Britanniques font preuve d'une imagination extrêmement forte pour résoudre des questions insolubles. Mais là, moi, j'avoue que même si on m'a expliqué qu'on allait inventer des frontières 2.0, c'est très chic, tout ça, c'est très bien, je ne vois pas comment on peut être à la fois dedans et dehors. Je répète, peut-être je suis un peu trop cartésien, mais j'attends. Ce qui est sûr, c'est qu'il pend au nez, si je puis me permettre, de Theresa May quelque chose d'assez stupéfiant, c'est qu'elle risque d'être soumise aux règles du marché intérieur, puisque si on reste dans le cadre qui est actuel, elle va être soumise aux règles du marché intérieur, mais ils ne pourront plus prendre part à la moindre décision concernant les règles qui s'appliqueront. Donc là, c'est vers cela qu'on s'achemine. Ah, ça risque. C'est un peu la situation de la Norvège, mais en pire. Enfin bon, alors là, je laisse aux Britanniques la capacité après d'expliquer. Oui, mais c'est cette situation que maintenant on se trouve. Pour nous qui n'ont pas envie de quitter l'Europe, parce qu'on voit que notre avenir, c'est beaucoup plus avantageux pour le Royaume-Uni et pour les citoyens en Grande-Bretagne, dans l'Union européenne, en travaillant avec nos voisins européens, nous, on voit ça peut-être comme le mieux de pied de situation, de rester très lié à l'Union européenne. Le moins pire. Le moins pire, oui. Mais le problème, c'est que, comme vous disiez, on doit accepter toutes les règles, on doit payer, mais on n'a aucune voix là-dedans. Donc, la seule chose que Brexit va représenter, c'est de perdre le député dans le Parlement européen et le siège dans le Conseil. Et ça, pour nous, social-démocrates, c'est pas démocratique du tout. Donc, c'est pas la situation qu'on aimerait bien, mais en même temps, peut-être juste d'avoir un pied dehors de le projet européen, ça laisserait la place pour pour montrer aux citoyens britanniques que c'est mieux de rester dans le projet européen. Et ça, c'est une question de changer la vie publique en Grande-Bretagne dans les prochaines années. Mais ça, c'est le choix des Britanniques. Maintenant, vous allez devoir choisir le mode de relation que vous voulez avec nous. Soit vous optez pour un mode de relation où vous êtes un pays tiers comme un autre, point final. Le pire, c'est qu'on n'ait même pas de règlement entre nous. Ce seront les règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui s'appliqueront bêtement. Ça, je pense que vous n'en voulez pas, nous non plus. Ensuite, vous avez une deuxième possibilité, c'est d'avoir avec nous des accords privilégiés, comme on a pu en avoir avec le Canada, la Corée, etc. Bon.
soit vous décidez d'avoir des rapports extrêmement étroits, mais en étant dehors. Ce sont les règles que nous avons, par exemple, avec la Norvège, avec la Suisse, d'une certaine manière, enfin, avec des pays qui sont proches. Mais vous avez raison de le dire. Quoi qu'il en soit, y compris dans ces cas-là, vous aurez des obligations. Et les obligations, elles seront d'autant plus importantes et contraignantes que vous aurez des relations proches avec nous. Allez, on reste en Grande-Bretagne, direction Londres. Son aéroport s'agrandit, des milliers d'emplois locaux à la clé, mais aussi des villages qui risquent de disparaître. Un reportage à Londres de François Goulin. Harmondsworth, petite bourgade médiévale de la banlieue de Londres, et sa belle église du XIIe siècle sont menacées. Armel Thomas, installé ici depuis près de 50 ans, en a fait son combat. Entre l'aéroport et le centre du village, tout va être détruit. Et là, au milieu, ils vont construire leur piste. L'aéroport d'Heathrow s'agrandit. La nouvelle piste d'atterrissage, prévue sur 3 km, va couper le village en deux et signer son arrêt de mort. Et là, de l'autre côté de la piste, vous aurez encore l'église et le pub. Ils ne vont pas être détruits. Mais si vous anéantissez le cœur du village, les bâtiments restent des bâtiments. Et sans personne pour s'en occuper, ils meurent. Le projet, approuvé par le gouvernement britannique, prévoit de raser plus de 750 maisons, et celle d'Armel Thomas est sur la liste. Même l'argent que l'aéroport propose pour dédommager les expulsés, elle n'en veut pas. Cette maison n'est pas à vendre, à aucun prix. Personne ne peut acheter 46 ans de ma vie et de mes souvenirs que j'ai avec mon mari. Et qu'allez-vous faire ? Je mettrai fin à mes jours. Je ne partirai pas vivante de cette maison. Une poignée d'habitants menacés d'expulsion s'est organisée en association. Mais face à eux, la machine bien huilée d'Heathrow s'active. L'aéroport organise des dizaines de réunions publiques, comme ce soir à Feltham, juste au sud de l'aéroport. Et cet ancien député a été recruté pour faire le show. Il y a plus de 105 000 personnes qui nous soutiennent aujourd'hui. Et si j'arrive à vous convaincre, on pourrait tous remplir le stade de Wembley. Il n'y aurait même pas assez de place pour tout le monde. Ici, on parle emploi, croissance, développement économique. Le discours est bien rodé. Beaucoup de gens comprennent ce que veut dire cet agrandissement. 77 000 nouveaux emplois locaux, 5 000 contrats d'apprentissage pour les jeunes, de nouvelles compétences et opportunités, c'est ça qui est important. Nous comprenons que les gens s'inquiètent pour le bruit et l'environnement et il faut les rassurer. D'ailleurs, lorsqu'on a fini d'expliquer le projet, les gens rejoignent notre camp. C'est le cas ce soir-là. Après un buffet bien garni, des vidéos convaincantes, et même si les arguments sont parfois douteux, les spectateurs semblent convaincus. Si on n'a pas cet agrandissement, on risque de perdre beaucoup d'entreprises dans cette région. Si vous regardez les autres pays, tout le monde progresse. On ne peut pas rester à l'âge de pierre. À la sortie, chacun reçoit les mails de tous les députés et élus de la région et on les invite à inonder leur messagerie pour maintenir la pression. Il faut dire que le sujet divise la classe politique. Même dans l'opposition travailliste, de nombreux députés se mobilisent pour l'agrandissement d'Heathrow, notamment dans cette période post-Brexit. Être connecté, développer nos échanges commerciaux avec le reste du monde devient de plus en plus important après le Brexit. Parfois, des choix difficiles doivent être faits et le peu de personnes qui va être incommodé, on doit s'en occuper. Mais c'est le bien commun qui prévaut. Le bien commun a un prix. 19 milliards d'euros, c'est le coût total du projet qui devrait voir le jour en 2026. Avant cela, un vote doit avoir lieu au Parlement et les associations n'excluent pas la voie judiciaire pour faire abandonner ou ralentir le projet.
Voilà pour ce reportage de François Goulin. Jude Kelter-Darling, est-ce que vous êtes pour l'extension de l'aéroport d'Heathrow? Oui. Vous êtes pour? Je suis pour, oui. Parce que je viens d'une région au nord de l'Angleterre qui, en fait, qui va bénéficier du fait qu'il y a plus de connectivité. Notre problème avec Heathrow, c'est un aéroport qui est très chargé déjà et il n'y a pas assez de place pour la connexion à l'intérieur de le pays au Royaume-Uni pour élargir et pour partager les richesses de le sud-est de le pays vers le nord et vers les autres régions. Donc, pour nous, l'expansion de Heathrow, c'est vraiment important pour les régions du nord du pays. Pour les liaisons intérieures dans le nord du pays, c'est ça? Pour la connectivité commerciale dans le pays, c'est extrêmement important. Pascal Durand, je soupçonne que vous n'êtes pas d'accord. Non, mais ça dépend à quel niveau on se place. Moi, je ne veux pas parler, je ne suis pas compétent, je ne suis pas citoyen britannique, je ne peux pas dire sur un aéroport en particulier. Par exemple, nous, on voit très bien qu'à Nantes, un certain nombre de gens portent l'extension de l'aéroport de Nantes-Atlantique plutôt que la construction d'un nouvel aéroport sur des terres agricoles. Donc, voilà, mais il y a le principe. Le principe, c'est qu'on sait qu'il faut baisser le nombre d'avions dans les airs, tout simplement parce qu'on arrive à une situation de saturation climatique. On a donc la question des émissions de gaz à effet de serre. Le train existe en Grande-Bretagne. Je ne peux pas me prononcer de manière, encore une fois, je ne veux pas décider pour les autres. Je dis simplement que 19 milliards, c'est énorme, c'est un investissement extrêmement lourd, que peut-être une grande partie de ces 19 milliards, parce qu'ils créent des emplois, j'en doute pas une seconde, mais ces emplois, on peut les créer peut-être autrement, sur d'autres types de transports, sur d'autres logiques, sur d'autres manières de travailler. Donc, d'une manière générale, il faut qu'on repense la mobilité, qu'on essaye de réduire la part des avions et qu'on essaye de développer les transports doux. Voilà, ça c'est le principe, je le défends. Après, chaque dossier, si j'arrivais comme ça en disant bah non, il faut arrêter cet aéroport là ou là, je veux dire, d'abord j'aurais honte de faire ça. Et puis, je dis simplement, il y a des principes. On ne peut pas à la fois défendre l'accord de Paris, dire c'est une priorité absolue, et puis en même temps dire il faut étendre tous les aéroports sur la planète, surtout qu'on voit par exemple à Berlin ou à Madrid qu'il y a eu des échecs terribles dans les extensions. Par ailleurs, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure par mon collègue Juvin. On a un problème avec les licences aériennes. Donc British Airways serait bien inspiré pour le moment d'être dans une position de réserve, parce que je ne sais pas, personne ne sait comment ça va se passer après mars 2019. Philippe Juvin, l'intérêt général, les emplois, la croissance, ça doit prévaloir, comme le dit le député travailliste dans le reportage. C'est évidemment fondamental. Les transports, le commerce, ça crée des emplois. Voilà. Et l'idée de dire on va diminuer d'une manière contrainte le transport, en particulier aérien, c'est bon. Non, c'est pas bon en soi, c'est même mauvais. Le vrai sujet, c'est comment on transporte en polluant moins. Mais le transport, il est nécessaire. Et donc, s'opposer de principe à des extensions d'aéroports, c'est un archaïsme. Et moi, je suis assez admiratif. Je vois comment les Britanniques, dans ce débat, ça va vite, manifestement. Quand on compare à l'affaire de Notre-Dame-des-Landes, ça fait maintenant 30 ans qu'on en parle, on n'est pas capable de prendre une décision. Alors, j'attends avec intérêt, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, la fameuse décision du président de la République qui a dit qu'il allait faire, puis maintenant qu'il ne sait pas s'il va faire, donc il a créé une commission. Vous savez ce que disait Clémenceau, quand on veut enterrer un problème, on crée une commission. Alors il a créé une commission et je suis un peu inquiet. Je suis assez d'accord, le terme enterrer un problème est une effectivement belle image. Allez, on termine cette émission par notre rubrique de fact-checking, c'est Checkpoint. Combien coûte à l'Europe l'optimisation fiscale des GAFA, les géants du web? 5 milliards d'euros, dixit Pierre Moscovici, vrai, faux? C'est Checkpoint préparé par Audrey Von Brabant. La taxation des entreprises numériques GAFA. Fin septembre, le commissaire européen à l'économie Pierre Moscovici expliquait au quotidien Le Monde le manque à gagner engendré par les GAFA. C'est une question de justice sociale et de pragmatisme. Nous estimons que le manque à gagner pour les fiscs européens est supérieur à 5 milliards d'euros par an. Un chiffre interpellant quand on sait que les géants du web brassent des milliards d'euros annuellement. Mais tout d'abord, que signifie GAFA ? Cet acronyme regroupe 4 grandes entreprises digitales, Google, Amazon, Facebook et Apple. Des géants du web accusés de pratiquer l'optimisation fiscale grâce à des montages financiers qui minimisent leurs impôts. Concrètement, les GAFA profitent d'une faille dans la fiscalité européenne pour transférer les bénéfices qu'ils réalisent dans toute l'Union européenne dans un seul pays, comme l'Irlande, où les taux d'imposition sont très avantageux.
Ces entreprises ne disposent pas de présence physique dans chaque pays où elles proposent des services, ce qui rend donc difficile leur taxation. Une situation qui énerve certains pays membres de l'Union européenne. C'est le cas par exemple de la France et de son ministre de l'économie Bruno Le Maire. Celui-ci a déposé un projet qui vise à imposer le chiffre d'affaires européen des GAFA plutôt que leurs bénéfices comme c'est le cas actuellement. Quand Pierre Moscovici parle de 5 milliards, est-ce suffisant ? Entre 2013 et 2015, l'eurodéputé Paul Tang estime un manque à gagner de 5,4 milliards d'euros. C'est ce chiffre sur lequel se base Pierre Moscovici. Cependant, il ne tient compte que de Facebook et de Google. De son côté, la Fédération française des télécoms rapporte qu'en 2011, Google, Amazon, Facebook et Apple ont causé un manque à gagner d'un demi-milliard d'euros rien qu'à la France. Depuis, les GAFA n'ont cessé de croître économiquement. On peut donc extrapoler que sur l'ensemble des pays de l'Union européenne, le manque à gagner est actuellement largement supérieur. Lorsque Pierre Moscovici parle d'un manque à gagner pour les fiscs européens supérieur à 5 milliards d'euros par an, eh bien c'est contestable. Vous vouliez réagir, Jude Creighton-Darling, oui, à l'optimisation fiscale des GAFA? Mais en fait, c'est une des raisons pour nous, les travaillistes dans le Parlement européen, qu'on batte pour rester très droite à l'Union européenne parce qu'après Brexit, nous, on n'a pas envie de devenir un paradis fiscal dans la mer du Nord à côté de l'Europe, qui est un des objectifs de certains des hard Brexiteurs. Donc, dans tout ce débat de la compétition l'un des fiscale, objectifs de ceux qui voulaient le Brexit de façon dure, oui, c'était de devenir un paradis fiscal, que la Grande-Bretagne devienne un paradis fiscal. Oui, ça c'est le rêve. Ça c'est le rêve. Deux choses. Premièrement, ce qu'il faut, c'est que ces gens qui font de gros bénéfices payent les impôts là où ils ont des clients. Donc il faut qu'ils payent des impôts en France, en Allemagne et en Italie, parce qu'ils ont des clients en France, en Allemagne et en Italie. Premier point. Et deuxième point, cette affaire, c'est une réponse à tous ceux qui vous racontent que la France, pour ce qui est de la France, serait mieux si elle était souveraine, sortie de l'Union européenne, etc. Parce que cette question qui est très complexe, elle peut être réglée qu'à un niveau européen. Et troisième point, quand Bruno Le Maire dit « je vais faire une loi française », pardon, mais tout ça c'est du théâtre, il nous fait bien rigoler. Une loi française toute seule, sans loi européenne, ça ne marchera pas. Pascal Durand, le mot de la fin. Ce qui est très important, c'est que là, on touche à la concurrence fiscale à l'intérieur de l'Union européenne. Donc certains pays se comportent, on a vu l'Irlande, mais il y en a d'autres, le Luxembourg évidemment, le Royaume-Uni, Malte, se comportent les Pays-Bas. Les Pays-Bas, ils se comportent comme des concurrents à l'intérieur de l'Union. Et en réalité, donc on a des chiffres d'affaires qui sont faits dans des pays où il y a beaucoup de citoyens, et c'est logique, mais on va transférer ces bénéfices ou prétendus bénéfices dans des paradis fiscaux au sein même de l'Union européenne. Ce que je reproche à peut-être Pierre Moscovici sur cette question-là, il fait le job, hein, mais il y a un point sur lequel il ne veut pas dire la réalité, c'est qu'il y a des paradis fiscaux au sein même de l'Union et qu'il y a des aides d'État. Quand on voit qu'on interdit, par exemple, à la France, à juste titre sur les règles européennes, de dire vous n'avez pas le droit d'aider votre sidérurgie, etc., c'est des aides d'État directes. Moi je suis désolé, quand on fait payer 0,5 ou 1% d'impôts à des grandes entreprises, l'État se prive de ressources, c'est une aide d'État. Et c'est donc illégal. Donc j'aimerais qu'on traite de la même manière... qu'on ait enlevé de la liste noire des paradis fiscaux les pays de l'Union européenne. Vous savez, ça vous a choqué? Bien, pour être crédible, il faut balayer devant sa porte. Si vous n'êtes pas crédible au sein de l'Union, comment voulez-vous aller donner des leçons après à la terre entière? Donc il faut que l'Europe prenne en main son propre destin et oui, qu'on soit unis. Il faut une harmonisation fiscale, on ne l'aura pas complète, mais c'est en cours, c'est dans les tuyaux et ça c'est très important. Au moins dans le mode de calcul, parce qu'on calcule une assiette différemment. Absolument. Merci en tout cas à vous trois d'avoir accepté notre invitation, c'était passionnant. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin d'Europe Hebdo. Restez avec nous sur les chaînes parlementaires et la RTBF. Bye bye.